Castou. Et t'es bien sûr d'avoir lu la notice ? Comment ça, pas de notice ? Mais comment tu nous as amené ici ? Avec un tuto sur YouTroll ? Ah bon ? Bon, où en est le tempomètre ? Ah, il est cassé. Attends, je vois quelqu'un par le hublot. Viens, on sort. Madame. Mince, on doit être dans un pays étranger. Quoi ? Tu la comprends ? Tu la comprends. Ah bah alors, présente-nous et demande-lui en quelle année nous sommes. Quoi ? 3978 ? Oh bah c'est pire que ce que je croyais. On a intérêt à calculer finement avec une marge de retard notre retour. Bon, alors, cher baladonaute, on vous a amené... Tout va bien, vous inquiétez pas. Venez, regardez, nous sommes en 3978, donc c'est raté pour rencontrer Buck Rogers au 25e siècle. Dis Podcastou, demande à la personne là... Bon, alors demande si elle connaît le docteur Zaius. Il paraît qu'il habite dans cette époque, je crois. Ah, enfin. Content de vous voir, les gars. Qui êtes-vous ? The year is 1987, and NASA launches the last of America's deep space probes. In a freak mishap, Ranger 3 and its pilot, Captain William Buck Rogers, are blown out of their trajectory into an orbit which freezes his life support systems and returns Buck Rogers to Earth 500 years later. Quoi d'ici la gueule des copains ? De retour, juste avant la deuxième et dernière partie de notre entretien avec les dieux geeks, Nodens et Draconosaire. Mais avant de commencer, un grand merci au grand journaliste de l'univers sériel Alain Carazé, qui a doté ce coffret collector d'un bonus bourré d'informations. Mais attention, certaines éditions de Buck Rogers en DVD intégral, plus anciennes, n'en sont pas dotées. Alors, vous avez aussi une édition Blu-ray, c'est pas mal aussi, ça, une meilleure image, mais enfin bon, il n'y a pas de remaster terrible non plus, faut pas s'imaginer. Et donc, allez plutôt, si vous ne gagnez pas dans cet épisode le coffret DVD avec le bonus d'Alain Carazé, eh bien, allez plutôt acheter donc vraiment la dernière version plutôt qu'une version d'occasion par exemple qui sera un peu plus ancienne. Alors tendez l'oreille les amis et soyez comblés tel Grand Poil qui a dû recevoir son prix juste après avoir joué au premier épisode et coiffé au poteau des dizaines d'autres bonnes réponses. Bon allez en route. Jusqu'ici c'est parfait. До свидания. Je vous demande pardon. Ah, un petit signe d'amitié. Alors, donc pour connaître un peu mieux Buck Rogers, parce que là, en fait, on va être honnête, on va pas vous donner envie de le regarder, mais on va le faire à votre place. Mais c'est quand même une influence qui est très prégnante dans la culture américaine. On en parlait tout à l'heure aussi. Vraiment, il y a des références souvent à Buck Rogers. T'as cité l'étoffe des héros, No Buck Rogers, donc c'est pas ça. D'argent, pas de dollars, pas d'astronautes, plein de références. Pas de héros. Voilà. Pas de héros, donc c'est vraiment si vous êtes un peu attentif et que vous connaissez Buck Rogers, on pourrait vous la péter en disant tiens, ça c'est une référence à Buck Rogers. Quelle autre référence aussi ? Dans des jeux vidéo comme Fallout 2, effectivement, il y a un personnage qui est très proche de Buck Rogers, donc l'histoire est assez proche aussi. Je pense qu'il y en a nombreuses parce qu'il faut quand même s'imaginer que le personnage a vraiment influencé la psyché américaine là-dessus. C'était le héros classique, je veux dire avec ses qualités, ses défauts. Mais c'est le brave gars, il est valeureux, il ne recule jamais, il est parfait, il ne trahira jamais d'ailleurs non plus. Et c'est vraiment
une façon d'identifier à l'américain, effectivement, dans ses qualités et ses défauts. Loin d'aujourd'hui des héros références, on pourrait dire, mais c'était vraiment quand même un personnage qui pouvait être interprété comme étant l'archétype du héros. D'ailleurs, George Lucas, dans son film THX 1138, commence par une scène du feuilleton cinématographique de 1939. D'accord. Ouais, du sérieux de 39. Ouais. Et mais c'est étrange parce que c'est un film qui est très froid, très futuriste dans le sens où... mais effectivement, on pourrait se dire il y a un parallèle entre le 25e siècle de Buck Rogers qui est après l'Holocauste, c'est même pas l'apocalypse, l'Holocauste, donc on a l'impression qu'il parle de l'Holocauste juif quelque part, hein. C'est le mot qu'on utilise nous. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il faut se mettre dans l'idée, début 80, on parlait d'Holocauste nucléaire. Oui. On parlait pas d'apocalypse encore, c'était pas trop le mot apocalypse, c'est venu juste un peu après. Bah, apocalypse, c'est surtout qu'en fait, c'est plus une référence religieuse, hein, donc c'est plutôt l'âge des révélations. Donc, oui, c'est ça qui est quand même fou, parce qu'on parle d'apocalypse comme quelque chose de mauvais, alors que dans la religion, c'est le moment de la révélation, donc c'est le moment où, allez, on arrête, on siffle la fin de la partie, voilà, mais tout va bien. Oui, c'est le retour chez les chrétiens de Jésus-Christ. C'est dans les années 80, on était plus dans un monde entre les Américains d'un côté, les Soviétiques de l'autre. On était sur un monde de dualité, avec une holocauste nucléaire, très bien repris plus tard dans un tout autre domaine qui sera les Watchmen. Bah oui. Et oui, avec l'horloge atomique à minuit moins 5. Mais on l'a toujours, l'horloge d'ailleurs. Oui. Je crois qu'il y a une horloge l'horloge de la fin du monde, oui. L'horloge de la fin du monde, oui. Ça, oui. On est à combien là? On n'est pas loin. Hein. Il nous reste minuit, moins 11, moins 12, tout comme ça. Oui, c'est le moment où il y a les problèmes avec la Corée du Nord. On l'avait avancé. La Corée du Nord maintenant, hein, pas la guerre de Corée dans les années 50. Non, la Corée du Nord maintenant. Oui, d'accord. Donc, alors, c'est la bonne franquette, hein, parce que nous, on tape la table et tout, on s'en fout. Alors, je vais même me resservir. C'est peut-être pas raisonnable. Hein. Moi, j'ai encore une chronique, avant qu'on dise nos impressions sur l'épisode qu'on a vu ou qu'on n'a pas vu, parce qu'il y en a certains il y en a certains qui... Est-ce que tu as vu la fin du générique? Du début ou de la fin? Ah bah du début, parce que... Non. Sache que j'ai cette faculté de m'endormir au début du générique et de me réveiller au générique de fin. Mais alors comment tu peux savoir autant de choses en voyant si peu? Parce qu'en général, je vois l'essentiel dans le générique. Souviens-toi que sur certaines séries, tu voyais tout l'épisode au cours du générique. Mais c'est vrai. Eh oui, tu voyais les passages clés. C'est le cas d'ailleurs sur Buck Rogers, qui, avant que le générique débute... J'ai pas compris ça, ouais. Oui, donne effectivement l'intégralité de l'épisode en résumé. Ouais, c'est très sérieux, ça, en fait. Ouais, oui, tout à fait. Donc alors, moi j'ai une petite chronique, mais vous en avez une encore? Je sais pas. Les costumes, non, vous avez pas vu? Personnellement, les costumes étaient bien moches. Hein, oui, ça. Mais non, en fait, alors, j'en ai parlé sur les influences, oui, on peut effectivement en parler un tout petit peu. Sur les costumes, comme je disais, les grands méchants, l'Empire. Alors c'est vraiment intéressant, c'est regarder sur l'Empire draconien. C'est très inspiré, effectivement, des samouraïs japonais. Un peu un mélange de tout. On a si on prend un des grands méchants, qui est un sbire, qui était Tiger Man. Clairement, c'est une espèce de Fu Manchu avec des bacchantes pendantes et des tatouages rituels sur tout le visage. Très costaud d'ailleurs. Très, très costaud. Mais alors c'est un catcheur parce que la scène de combat de la fin, c'est vraiment du catch. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est tellement bien chorégraphié qu'on y croit vachement. Il y a même un moment, on le voit pas, mais il se prend un coup dans les cacahuètes, le pauvre. Et c'est là qu'il lui met une roquette, Buck Rogers, dans le dos. Oui, c'est d'ailleurs très bizarre comme séquence au niveau montage, puisque juste avant, en fait, on a un gros plan donc sur Tiger Man qui tire la langue et qui s'humecte les lèvres, genre, je ne sais pas, c'est très bizarre. Oui, c'est un plan très d'ailleurs, il est très sexualisé comme film. Ah oui, alors pour le coup... Je crois que la série après, ils ont fait la série, ils ont enlevé beaucoup, ils ont gommé parce que c'est une série grand public, familiale. Oui. Mais comme pour le film, pour attirer un peu le chaland, c'est très sexualisé, il y a beaucoup d'allusions. Alors suivez-moi jusqu'à l'arrivée. Je vous file le train. Beaucoup d'allusions et puis surtout beaucoup de nus. Genre très nu. Non. Mais dénudés. Oui, voilà, dénudés, parce que la princesse Ardala, elle a un costume qui n'est autre qu'un léger bikini, un peu à la Victoria's Secret. Oui, avec un petit voile pour protéger. Oui, tout juste. Hein. Oui. Mais oui, c'est le seul moment, parce qu'on voit même pas Gilles Gérard en position. Parce qu'on voyait souvent Kirk dans Star Trek, souvent torse nu. Oui, il adoré s'arracher son pyjama. Pour la communauté gay, c'était quand même plus sympa.
Oui, alors que là, pour le coup, effectivement, Buck Rogers vit et dort et pilote avec le même pyjama, en fait, d'un bout à l'autre. C'est une combinaison. C'est une combinaison, pardon, de vol. De vol, ouais. Sa combinaison de vol, effectivement. Ah oui, il se déshabille jamais, t'as vu? Alors je rappelle qu'il a passé 500 ans quand même dedans. Eh oui, et il se couche avec sur une espèce de lit moderne. Qui baigne dans son jus. Ah oui. Ah ben voilà, comme la série, littéralement. C'est très étrange, ouais. Ça. Oui, parce qu'a priori, ils n'avaient pas prévu de douche au 25e siècle. Je sais pas si tu as fait gaffe quand ils visitent l'appartement qu'on met à la disposition de Buck Rogers. Oui, il n'y a pas de sanitaire. Alors, il y a quoi d'ailleurs? Une salle audiovisuelle. Il y a une salle audiovisuelle, voilà. Qui marche pas d'ailleurs parce qu'on voit rien. Non, ça marche pas. En fait, je pense qu'ils n'avaient pas les effets spéciaux. Qu'est-ce qu'on a? Un lit qui se télécommande à la voix parce que ça s'ouvre. Voilà. C'est l'ancêtre d'Alexa. Ouais, mais c'est louche quand même parce que je sais pas si c'est pas une allusion parce qu'il demande plusieurs fois est-ce qu'il fait autre chose à la voix. Alors je sais pas. Est-ce qu'il ne fait que lit? Ouais, c'est vrai. Mais voilà, et puis bon, a priori, en aucun moment on ne voit une douche ou une salle de bain ou des commodités, quel que soit effectivement l'endroit. Ouais. D'ailleurs, mais c'est vraiment bizarre, effectivement. C'est le mec, il est resté dans son costume tout le temps. Ouais, non, on le voit jamais torse nu, quoi que ce soit. Non. Par contre, il y a une référence gay, très sympa. C'est que les drapeaux, souvent, ils arborent l'arc-en-ciel. Oui, alors pour le coup, effectivement, les armées terriennes, a priori, ont pris un drapeau qui est le drapeau arc-en-ciel. C'est pas mal. Ça symbolise l'union de toutes les sensibilités, tous les peuples de la Terre. Oui, enfin, de la Terre, en fait, on ne sait pas trop, parce qu'a priori, la seule chose qu'on sache réellement, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de vivant, enfin, de vivant, de vraiment humain, on va dire, hors de là de New Chicago, quand même. Ah oui. Tu crois qu'il n'y a pas New Paris ou... Ouais, c'est vrai, on a l'impression qu'ils sont tout seuls. Je sais pas, quand les draconiens décident d'attaquer la Terre, ils sont là, ils sont en train de dormir sur cette planète, nous allons pouvoir les attaquer. Oui, mais pourquoi? Je pense qu'effectivement, dormir sur cette planète me paraît bien. Mais quel est l'intérêt d'attaquer une planète alors à ce moment-là où il n'y a qu'une seule ville? Alors, bonne question. En même temps, quand on détient les trois quarts de l'univers et qu'on ose l'affirmer, je pense qu'on... Ah oui. C'est absurde. Ouais, on doit pas être trop you quand même dans leur tête. Ouais. Mais bon, ils ont quand même les trois quarts de l'univers. Alors. Princess Ardala would. She's ruthless, arrogant, and power hungry. Donc, alors moi j'ai une petite chronique, parce que j'aime bien faire les chroniques. Alors, il y a une grande tradition, parce que ce qu'on retient surtout de Buck Rogers, c'est le Draconosaure. Je te laisse le faire parce que tu le fais mieux que moi. Bidi 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 bidi. Oula. On peut recommencer, je crois. Bidi 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 bidi. Pas mal. Et le Buck, pas mal. Buck. Ah, tu peux dire Buck, t'es mon pote. Vas-y. Buck, t'es mon pote. Et voilà. Donc. Quel châssis. C'était quoi ça? Ah bah c'est quand la première fois où elle croise effectivement la princesse Ardala. Oui, ah oui non, tu dis quel châssis? Oui mais t'as fait la VF alors qu'on a regardé la VO et en fait il dit what a body. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc même le robot fait des allusions aigriardes, c'est pour vous dire. Donc on a une grande tradition de robots sidekicks. Donc là on a Twiki qui est un drone, pas un droïde, parce que ça c'est dans Star Wars. Et donc ils n'avaient pas le droit. Donc ils disent drone. Par contre, dans les sous-titres français, ils appellent ça un droïde. Je ne sais pas si dans la VF ils le disent, parce qu'à l'époque les VF n'étaient pas surveillés. Donc je pense qu'ils ont dû dire droïde pour coller à Star Wars. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et donc on pense qu'il a été designé sous le modèle d'un robot d'une série live japonaise de 67. Donc je vous rappelle, on est en 79. Et qui s'appelait Johnny Soko Flying Robot. You have a lot of courage for a boy your size. Join Johnny and his giant robot for this classic, epic sci-fi fantasy series. Donc c'est un robot qui est mignon et rigolo. C'est un peu le pendant de Muffit, le Daggit de Battlestar Galactica, qui était un chien robot, donc qui est le seul robot un peu notable. Et alors pour le fun fact que j'ai appris grâce à Dravenrock, je ne reciterai pas son podcast parce que là ça fait vraiment copinage. Donc Muffit le Daggit était interprété par un chimpanzé, ce qui a posé beaucoup de problèmes pour la production. donc je reviens à notre tradition de robots, parce que là ce qui est intéressant aussi, c'est que le robot Twiki n'est pas tout seul.
il est le support du docteur Théopolis, qui est une intelligence artificielle. Oui, et là, ça fait penser à une autre, j'allais dire, un dessin animé bien connu. Dis-moi. Un truc dans l'espace, avec une intelligence artificielle qui vole au-dessus du héros. Ça te dit rien ? De l'époque un peu plus... Alors, de l'époque, oui, parce qu'en fait, l'origine est plus ancienne. C'est Capitaine Flamme, en fait. C'est plus vieux, Capitaine Flamme, que Buck Rogers ? C'est dans les années 80. Je parle du dessin animé. Oui. Mais en fait, à l'origine, c'est un roman à l'origine qui est plus ancien, oui. D'accord. C'est okay. C'est presque un héros de pulp aussi. Hein. Enfin, Ouais. dans les années 50 ou 60, je crois qu'il est... Je me tromperais, il faut que je vérifie. Ouais, c'est vrai que on peut le voir, là, d'ailleurs, avec Johnny Sokko, c'est que le Japon était quand même une source d'inspiration pour les Américains, probablement. Hein, donc, oui, et ça puis, sort pas de nulle part. Et inversement, parce que Capitaine Flamme, qui était effectivement un produit japonais, était adapté d'un personnage de roman américain. Donc, ah oui, d'accord, ça fait des allers-retours. Exactement. D'accord. Et donc, alors, c'est intéressant. Donc, une IA qui contrôle l'environnement, savoir même, vous savez, le temps. Donc, d'ailleurs, il donne la météo. C'est lui qui la contrôle, donc il peut donner la météo. Et c'est intéressant parce que donc dans la société du 25e siècle, il y a quand même quelques idées tout court dans cette série qui vont être développées probablement pendant les 2 saisons qui vont suivre. Et donc, c'est donc un conglomérat d'intelligence artificielle qui se programment elles-mêmes, d'ailleurs, elles sont auto-reproductives, et donc qui gèrent la destinée humaine et qui sauvent l'homme de ses bêtises. Parce qu'ils le disent carrément, il y a tout un débat sur l'environnement, l'écologie, et qui fait résonance de nos jours. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est pas avec nos algorithmes pourris d'Amazon qu'on va sauver le... Je vous rappelle qu'au 25e siècle, l'humanité a détruit 95% de sa planète. Ah ouais, les 4 tiers, plus que les 4 tiers. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, finalement, il reste Chicago. Ouais, finalement, on serait mieux sous Draco. Bah, a priori, il a l'air plutôt sympa, il y a des nanas sympas. Ah oui. Par contre, oui, il est pas très... Oui, il a eu 29 filles, ouais. Donc il a pas de... C'est marrant ça, c'est 29 filles. Bon, en tout cas, la place des femmes... Alors, j'étais pas sur cette chronique, hein, sur la place des femmes, mais bon, on va en dire un petit mot. La place des femmes, on a quand même Wilda Deering, qui est colonel et qui est en charge de toute la défense planétaire. Oui. Ça, c'est bien. Et puis, c'est un personnage à la fois très positif et qui... Non, écoute, Nanette. Colonel Deering, je vous prie de vous taire. Si vous déviez si peu que ce soit du parcours que je vais vous indiquer, vous serez transformé en vapeur. Est-ce que c'est clair ? Il y a quand même, qui a certaines vertus et valeurs qui sont assez rares et intéressantes. Rares déjà pour les années 70, mais aussi pour les années 28, parce que c'était déjà le cas. Hein. C'était déjà le cas dans la version du, comment il s'appelait, Nolan. Oui, Nolan. Voilà, pas Christopher, hein, mais et donc alors les robots. Alors je me suis fait un petit truc parce que moi j'aime bien les robots. Vous aimez les robots ? Ah oui, j'adore. Alors moi je vais donner, ça va être comme un petit jeu. Je vais vous donner un petit peu des pistes et puis vous allez me dire quel film par exemple. Donc on va commencer facile avec un robot mais énervant, mais moche, une vraie boîte de conserve qui n'était pas seule d'ailleurs dans le vaisseau dont on parle, qui parlait d'ailleurs pas de façon il savait tout, enfin franchement un des robots les plus détestables, qui savait voler, donc qui était en antigravité et qui avait le même prénom que le grand peintre, vous savez, qui fait des tournesols dans l'air comme ça, monsieur qui avait qu'une oreille. Donc Vincent, et c'est dans quoi, vous vous souvenez? Vincent. Alors comme ça, moi tout de suite, je voyais ça dans... je sais pas, j'avais un souvenir sur tout simplement le trou noir, mais tout à fait, oui. C'était ça. Hein. Ouais, tout à fait. Il était insupportable avec ses yeux. Insupportable. C'est clair. Moche. Bon, c'était un robot Disney, il voulait le faire joli, mais ça passait pas. Mais surtout, on parlait tout à l'heure du trou noir, mais c'est quand même super traumatisant pour tout gamin. Je le déconseille au possible. Mais il a quand même, oui. Mais c'est génial, hein. Moi j'adore. Hein. Je pense que Disney meurt, que tout l'univers Disney meurt à chaque fois que vous voyez regarder le trou noir. Ouais, c'est fou. Quoi. Enfin, c'était intéressant parce qu'ils ont voulu faire leur Star Wars, mais ils sont allés n'importe où. Quoi. Ah, en fait, on est plus proche de 2001 l'Odyssée de l'espace. Oui, c'est vrai. que le trou. Alors que c'est pas du tout le but, hein, je pense pas. Non, ce qui est intéressant à se dire sur ce film, c'est que les réunions d'écriture, tout ça. Mais comment on en est arrivé là, quoi. Surtout, c'est ça qui doit être intéressant.
Voilà. En fait, j'en sais rien. Parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Oui. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas possible qu'on puisse à la fois faire du Disney en introduisant des personnages tout drôles comme Vincent, qui est le robot bien sympathique pour vendre. D'ailleurs, il le vendait en fait. Ah oui, il y avait une option merchandising. Tout à fait. Très, très, très intéressé. Tout à fait. Mais à côté de ça, quand même, il y avait son pendant maléfique, là. C'était cet énorme robot massif. Tout noir, tout noir. Et qui était espèce des de silons, on aurait dit des silons. Ouais, c'est ça, des silons avec son espèce d'œil laser. Et puis la fin, surtout. Oui. La fin, qui est juste la chose la plus horrible que je connaisse, quoi. Qui est quand même plongée dans les enfers de Dante. Ce qui est quand même pour rare. en ressortir, voir une nouvelle terre. Oui, c'est ça. Enfin, pour les héros, parce que pour ceux qui ont été mauvais, les méchants, ils finissent effectivement avec les démons, quoi. Ouais. Bon, après, souvent dans les Disney, les méchants, ils prennent cher. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, oui, on pourrait se poser la question, parce que Disney, ça donne quand même des valeurs bizarres aux enfants. C'est un peu comme les anciens contes, très, très cruels. Les vrais contes, quoi, les contes qu'on racontait. C'était pour faire peur aux enfants, pour leur montrer qu'il fallait pas trop déroger. Et donc, on leur montrait les pires châtiments de ceux qui ne marchaient pas droit, quoi. C'est le principe des contes, de toute façon. Oui, mais là, c'est quand même super cruel, quoi. Après, il faut pas s'étonner. Disney les a quand même extrêmement adoucis par rapport à ce que pouvait être Grimm, tout ça. Pourtant. Ouais, quand même. Si on y réfléchit. Alors, donc les robots, on vient donc, vous avez trouvé Vincent. Celui-là, il est facile parce qu'il est très ancien puis il est iconique. On l'a vu dans 2 productions. Il est sur une planète interdite et il s'appelle Robbie. Oui, Robbie le robot. Donc le Bibendum. Oui, le Bibendum avec ses fameuses petites comment ça s'appelle c'était quoi c'était alors c'est pas des lumières, c'est des petits trucs qui tournent dans sa tête. Oui, on aurait dit comme si c'était des petites paraboles qui tournaient dans sa tête. Oui, des petites paraboles. Ouais, c'était mignon. Le design est quand même assez original. Ah ben c'est un robot qui a énormément influencé réellement, je veux dire, le design des robots dans les années tout au long en fait des années 50, 60 en fait après. Donc ça c'était en 53, je crois. Oui. Alors donc nous avons Disney aussi encore. Non. Bah si, la planète interdite si. Sans rire. Ah bah là tu vois, j'en apprends encore une, ça c'est bien. Il y a Femme Fatale. Oui. C'était dans quoi? Métropolis en 25. Ah oui, mais on l'appelle pas. C'est un robot. Ça, on l'appelle pas Femme Fatale. Bah moi j'ai trouvé Femme Fatale. Parce qu'elle a pas de nom en fait. Elle, voilà. C'est normalement comme ça. Ouais. Mais Femme Fatale, pour les Allemands, ils aimaient bien ça. Ah bah pour le coup, là on est vraiment sur... c'est même pas... Oui, c'est pas un sidekick. C'est pas un sidekick, c'est un robot. C'est vraiment un robot important, quoi. Alors, ah oui, alors en sidekick, tu vois, là on passe à quelque chose aussi de terrible. Le sidekick Gort. Dans quel film vous pensez que c'était? Gort. Très dangereux, très lisse. 1951. Ah oui, oui, si on prend son portable, alors là... Alors là, Gort, il a un bon nom déjà. Ouais. Vas-y. Alors, il y a eu un remake. On l'a revu avec Keanu Reeves. Attends, ça me dit quelque chose. Bien sûr que je suis bête. Clatu verata nicto. Voilà, c'est ça, le jour où la Terre s'arrêta. Voilà. Bien sûr, la phrase de contrôle de Gort. Oui. Et ouais, donc c'est un robot fascinant, aussi en 51, qui a dû bien influencer pas mal de gens. Les années 70 au cinéma ont été prolifiques grâce à Star Wars, bien sûr, et son duo C3PO et R2D2. Donc Vincent, on l'a vu. Vincent, c'était aussi en 79, dis donc. Oui, tout à fait. Mais on a aussi Robot. Il n'a pas d'autre nom. C'est en 65, une série qui a eu un reboot récent sur Netflix. Alors, un reboot récent sur Netflix. 2 saisons déjà. Oui, c'est la série qu'on regarde en ce moment. Robot. Eh oui. Robot. Perdu dans l'espace. Lost in Space. Ah, Lost in Space, voilà. Oui, bien sûr. Oui, donc Robot, donc en 65, vous voyez. Oui. Donc aussi pareil. Donc il y a quand même une belle tradition. Belle tradition de robots. Alors moi, ma petite... Alors oui, non, ça c'est pas du sidekick. La Kika, on l'a vu. Tatati, tatata. Alors... Est-ce que tu mettrais l'humanoïde de l'âge de cristal? Justement. Bah oui, quand même. Tiens, parle dans le micro, vas-y.
Et vas-y, redis-le. Est-ce que tu mettrais l'humanoïde de l'âge de cristal ? Bien sûr, il s'appelait Rem. Voilà. Alors, petit fun fact, il a failli s'appeler Homo. OMO. Non, bon, pourquoi vous rigolez ? OMO. C'est fun. Oui, c'est fun. Mais c'était C'est pour joyeux. Operational Machine Organic. Et donc, alors, voilà, ma batterie est faible. Donc, il va falloir que... Alors, donc, ça y est, j'ai perdu mes notes. Oui, Rem. Rem qui a failli S'appelait s'appeler Homo. Donc, on en était là. Parce qu'il avait plus blanc. Alors, c'est pas parce qu'il avait plus blanc, non. Mais effectivement, si tu as raison. Parce qu'ils avaient repéré qu'en Europe, une marque de lessive s'appelait Homo. Et donc, ils ont décidé de ne pas appeler le robot de la même façon. Donc, l'âge... alors, Logan's Run. Logan's Run, c'est une série aussi bien dans son jus, de 77-78. L'âge de cristal. Voilà, L'âge de cristal, qui est très intéressante, qui est tirée d'un bouquin, L'âge de cristal, d'un film. Un film. Mais là, c'était pas un film qui avait été fait avec comme nos séries Galactica adorées et Buck Rogers, tu peux moins l'adorer, il faut quand même l'admettre. Et donc, ce n'était pas une Version longue, on va dire. Une version longue, ouais, un épisode pilote remonté pour exploiter ça au cinéma et faire un petit peu plus de brosouf. Non, c'était un vrai film. Et donc, comme d'ailleurs pour La Planète des Singes, ils ont adapté une série qui était très intéressante. Donc, il y avait un robot dedans et un hovercraft. Vous vous souvenez de Logan's Run ? Ah oui, très très bien pour le coup. Pour les costumes aussi, là, c'était encore un petit peu sexualisé, les petites jupettes. Oui, puis surtout le grand carrousel. Et le grand carrousel. Alors là, c'est Et quand le- tu c'était meurs. À 33 ans, tu mourrais. À Voilà. Parce que tu avais un cristal, d'où l'âge de cristal. Donc, l'âge de cristal. Donc, Et donc les deux protagonistes s'enfuient pour chercher le sanctuaire Et éviter la mort. et éviter la mort. Donc Logan qui est un soldat de l'armée et Jessica qui ne veut pas justement connaître le grand carrousel, qui s'enfuit avec Logan. Et en route, il rencontre le robot, Frat, et la série, c'est une série de succession d'épisodes à la recherche du sanctuaire. Je ne me souviens pas d'avoir vu la fin, je ne sais même pas s'il y a une fin. Alors au film, il retrouve le sanctuaire, puisque c'est à Washington, là, c'est sous la statue de Lincoln, je crois. Grand classique. Ouais, grand classique. Lincoln ou Washington. Ou Washington, ouais, l'un des deux. Lincoln. C'est Lincoln, hein. Lincoln, pardon. Lincoln. Et donc, il trouve le sanctuaire. Mais dans la série, effectivement, j'ai pas creusé, je suis pas sûr qu'il y ait eu une saison 2. Je me souviens plus, je pense que faute d'audience, ils n'ont pas dû aller plus loin, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Par contre, le générique, tout ça, moi je le trouvais plus sympa que Buck Rogers, honnêtement. Oui, je me rappelle plus, mais je me rappelle effectivement surtout d'avoir un bon souvenir du générique. Et je sais qu'à l'époque, il y a eu plusieurs remakes, enfin reprises en fait du générique de Logan's Run. Et je Disco, crois même un peu en tout disco, ça, etc., ouais. qui était vraiment plutôt pas mal. Ouais. Ah ouais. Au niveau musique électronique, c'était intéressant. D'ailleurs, On a un album. on a un vinyle d'ailleurs sur Logan's Run. Oui. On a trouvé dans une brocante. La BO du film. La BO du film. Ah ouais. Donc si vous voulez faire des remixes avec votre vinyle, vous pourrez. D'accord, donc c'était mon petit tour des robots. Est-ce que vous en avez d'autres qui vous ont marqué, des robots sidekicks célèbres? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Comme ça en tête. En dessin animé, après ça sera Nono d'Ulysse 31. Ah voilà, j'attendais qu'on me le dise quand même. Nono, qui est un cadeau d'Ulysse à Télémac. Voilà. Son fils, oui, Télémac, son fils, oui, parce que ça c'est dans le générique, donc il faut surtout le dire la à chaque chanson. fois. Voilà. Et donc Nono, alors Nono, c'est pareil quoi, c'est comme, oui, mais il parle pas beaucoup non plus. Si, il a une voix nasillarde. Ouais. Et il vient contrebalancer l'extraterrestre qui dit toujours « Doumaïos, mon frère !» qui était insupportable. Ouais. J'en pouvais plus à l'époque. Oui, et puis il est très très peu cité finalement par Homer, Nono, dans le disque. Il y a peut-être il n'y avait pas une chouette mécanique dans le où c'est Jason et les Argonautes. Je pense que tu confonds avec le film. Ah oui, voilà, Jason. ça y est, je pense que là, l'abus de... Alors, comment c'est de Timorous Beastie
Je vous mettrai la photo sur Instagram, le podcast de Dany. T'as fait une photo aussi de nous parce que c'est sympa. Ouais, cool. Et ouais. Donc merci d'avoir écouté jusqu'à là. J'espère que je vais faire un bon montage. Je vous mettrai des petits trucs. Peut-être une impression quand même générale de l'épisode. Ah oui, pardon. Oui, alors là, moi j'ai trop bu. Là, ça y est, les gars. Là, alors, on s'est quand même tapé. Bon, j'ai fait des petits allers. J'ai avancé un petit peu quand même. Tu zappais parfois. Ouais, quand même, parce que je sais pas combien on en a regardé, 1 heure. Un peu plus peut-être. Ouais. Et il y a eu plusieurs pannes de sommeil. Pas 2 fois le Ouais. Mais quand même. Alors, on va commencer par Drax parce que il a rien dit. Il a été un petit peu discret, pour un dragon. Bon, faut dire, il a dormi. C'est toi qui es le plus en forme, tu devrais parler. Bah oui, mais j'ai dit, j'ai vu l'essentiel sur le générique de début, le générique de fin. J'en ai parlé sur on t'a réveillé pour la scène de danse. C'est vrai. C'est un grand moment de. Je pense que Kamel Wally a dû s'en inspirer par la suite. Bon, blague à part. Donc tu peux parler de ce que t'as vu, quoi. Non, mais on est quand même sur une période pattes d'éléphant, chemise pelle à tarte. Ça parlera aux plus anciens d'entre nous, beaucoup moins aux plus jeunes. Costume assez criard, très coloré. Ce n'est pas très pailleté, exactement. Ça m'a pas laissé un souvenir. D'ailleurs, lorsqu'on m'a parlé du sujet, je me dis oh oui, je me souviens, je l'ai vu, mais aucun épisode ne m'a marqué. Voilà, en fait, tu te souviens de Bidi Bidi et c'est tout. Bidi 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 Back. Voilà. Et ça s'arrête là. Ouais. Parce qu'à l'époque, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une série familiale et donc c'est un épisode par semaine et les scénaristes n'avaient pas beaucoup d'imagination. Oui, je rappelle quand même que pour la qualité des épisodes, on est quand même sur des scénarios avec des intrigues essentielles qui sont par exemple l'organisation des JO de 2491 intergalactiques. On est sur un épisode où on enlève Miss Univers. On est dans un épisode où un groupe de rock intergalactique fait passer par ses messages subversifs effectivement des informations à l'Empire draconien. Si on les écoute à l'envers ? Ouais, je pense. Ah ouais. Non, mais on sent quand même que c'est quand même d'un très très haut niveau scénario et que effectivement on est sur une série où il y avait du fond, quoi. Du fond, on a touché le fond, c'est ça que tu disons qu'on aurait pu faire ça avec Magnum, ça m'aurait bien marché. Hein. Ouais, c'est vrai que... Qui se souvient d'un épisode de Magnum, de Starsky Hutch? Peut-être qu'il y en a peut-être un, ou alors on s'en souvient d'un, mais du reste, on a totalement tout oublié. On se souvient des personnages, en fait, surtout. Ouais, et puis de quelques situations, par exemple les têtes brûlées, on se souvient des parties de ping-pong. Oui, alors... moi, parce qu'ils étaient torse nu. Oh, ouais, tout de suite, là. Oui, c'est pas faux. Ouais, alors plus merde, ils sont baraqués, les mecs. Je préfère, honnêtement, j'ai quand même préférence sur les épisodes et l'écriture de Magnum que on va dire. Et à part les chiens, Zeus et Apollon, c'est quand même déjà pas mal que je me souvienne. Higgins. Alors, il y a le remake là qui va sortir. Qui est sorti. Il paraît que Higgins c'est une femme. Oh mon dieu. Ah, je sais pas. Oh, dis donc, oh mon dieu, là, dis donc. On va avoir des problèmes là, hein. Mais il y a peut-être un love interest entre Magnum et Higgins, du coup. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'elle a des chiens ? Parce que là, ça fait dominatrice, là. Oui, je l'ai pas vu. Je veux pas dire. Non, moi non plus, ouais, on va pas parler de son non. Déjà, il a pas de moustache, Et il a une arme à feu. Ce qui n'est pas possible. Ah oui, Magnum avait des belles chemises, mais pas d'armes à feu. Rarement. Ce qui est très rare, quand même, dans les séries américaines. Pas tant que ça, parce qu'ils aiment bien tirer au pistolet. Pas tant que ça. Colombo. Ah ouais, mais Colombo. Est-ce qu'on peut appeler ça ? Parce que c'était dérivé d'une série de romans de... Mince. J'ai pas mon téléphone. Ah si, j'ai mon téléphone. Simon. Voilà. C'était tiré des romans de Georges Simenon. Et donc, ils avaient essayé d'acheter les droits, mais Simenon, bon pépère, ne voulait pas. Lui, oh non, c'est bon, hein, casse-dalle, acclamar, tranquillou, son verre de blanc. Il écrivait 2 romans par an, par mois, pardon. Non. Et du coup, ils ont quand même fait Colombo sur le modèle de son Maigret. C'est Maigret. Et Peter Falk a insisté pour avoir
la fameuse voiture, la Peugeot 403. La Peugeot 403 et l'Impair. Et donc Colombo, c'est un personnage français à la base. Voilà, c'était le petit coup de cocorico. Donc on revient à Buck Rogers qui est pas du tout français, sauf pour les costumes. Oui, effectivement, c'est Jean-Pierre d'Orléac qui est l'origine des costumes, qui était vraiment un très bon couturier français et qui a fait pas mal de costumes, particulièrement pour le cinéma et la télé américaine, dont lui doit d'ailleurs, je crois, Magnum aussi, Battlestar Galactica. Les chemises de Magnum, c'est d'Orléac ? Si, je crois, oui. Donc culte, effectivement. Et aussi sur les costumes, petite mention aussi à Dravenrock qui m'avait appris que les costumes de Apollo et Starbuck étaient basés sur le personnage Lone Sloan de Druyet. Et bien également les Draconiens dans le reboot. Alors c'est plus des samouraïs, mais quand même, a priori, les lunettes rajoutées, ça serait du Druyet aussi. Oui, plus les tatouages de Tiger Man, qui ressemblent effectivement à ce que Druyet aime bien, en fait, un peu ses implants cybernétiques. Ouais, donc il y a du français aussi dans Buck Rogers. Oui, parce à cette époque-là, la SF française influençait énormément. Avec Métal Hurlant. Métal Hurlant, si tu veux. Je pense qu'il n'y a pas une série à l'époque qui n'est pas influencée ni par Blade Runner. Blade Runner, ouais. c'est typiquement du Métal Hurlant. Ouais. Donc Métal Hurlant, je rappelle pour les plus jeunes, c'était un magazine de bande dessinée où il y avait les plus grands, Casa, Bilal, Boébius, Druyet, donc les plus grands qui ont influencé par leur délire visuel le cinéma américain, même dans Star Wars. Dans Star Wars, on a retrouvé du Valérian, j'ai oublié. Lucas, de toute façon, reconnaît la paternité sur Valérian, sur tout Moebius, c'était des influences qui l'ont énormément travaillé, de toute façon. Non, c'est sûr. Et donc alors, Drac, tu as donné tes impressions sur le peu que tu as vu. J'ai vu l'essentiel. Ça, il nous l'a dit 4 fois. Et donc alors, No Dance. Yes. No Dance. Est-ce que tu vas nous dire quelque chose ? Oui. Approche-toi du micro. Oui. Ah ouais, voilà, avec ta voix chaude comme ça, tu vas en faire chavirer. Oui, je vais dire quelque chose. Mais arrêtez, il est marié. Tu fais très Corbin Dallas. Ah oui, Corbin Dallas, c'est le speaker ou le... Non, c'était le héros du 5e élément. Oui. Yep. D'accord. Quand il se fait interviewer, qu'il dit toujours oui. C'était bien. C'était bien. Non, alors que je dise quelque chose. Je trouve que, après tout, je vais dire, Buck Rogers est avant tout une critique de la société de consommation américaine, une vision effectivement apocalyptique d'un avenir que pourraient présenter les dérives en fait de l'Amérique avec des guerres atomiques, une surconsommation, la perte des ressources, l'écologie qui a été dévastée, avec une idéologie qui est particulièrement surprenante puisque l'humanité au bord du gouffre est sauvée par un groupe d'intelligence artificielle qui décide de prendre en main le sort de l'humanité pour pouvoir la sauver, et l'humanité accepte ça de son plein gré d'ailleurs, pour le meilleur, ce qui est quand même super flippant je trouve, mais quelque part. Ouais. Mais oui, alors, en fait il y a quand même un caractère, je veux pas le dire, mais même si le producteur on se moque un petit peu là de Buck Rogers, quand même c'est quelqu'un que j'aime énormément et qui a quand même fait ces magnifiques reboots de Galactica avec là pour le coup vraiment des thématiques qu'on retrouve là aussi. Là je veux dire que Glenn Larson n'est pas à l'origine, il est crédité pour des raisons d'argent. Oui, tout à fait. Mais c'est pas lui qui a initié le projet. Non, c'est pas lui, mais il est crédité effectivement, je pense, pour le truc. Mais je pense qu'il y a quand même la base de Galactica était déjà là, en fait. C'est vrai. Non, c'est sûr, Larson, c'est un gars qui. Alors, est-ce qu'on peut lui prêter autre chose que de l'envie de divertir ? Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il écrivait beaucoup, c'est lui qui a écrit le pilote, il a écrit le premier de Galactica. D'ailleurs, la saison 2 de Buck Rogers, si jamais vous allez au bout, peut-être je vais faire gagner sur Instagram, ou je vais peut-être vous faire gagner le coffret d'ailleurs, ça serait intéressant. Tu peux t'en débarrasser. Oh, ça c'est pas gentil. Non, ça c'est pas vrai, parce que voilà. Donc, non, mais faire gagner, c'est toujours bien pour des fans. Et donc la saison 2 est très différente et ressemble beaucoup plus à Galactica, elle est beaucoup plus sombre, pour des raisons sur lesquelles je m'apesantirai pas, qui sont pas chouettes, parce que tout le monde a été viré, l'acteur principal Gilles Gérard a ramené sa fraise et a fait un peu son macho,
il a fait dégrader un peu de colonel Wilma Dering en hôtesse de l'air. Et en fait, il recherche les survivants de l'Holocauste qui seraient partis dans l'espace. Et c'est un peu comme Galactica à l'envers. Oui. C'est la Terre qui recherche ces colonies. Ouais. En gros, des survivants. Oui, en fait, c'est Galactica à l'envers. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. et peut-être qu'il prévoyait dans le futur Larson, enfin, je sais pas s'il est à l'origine de ce script de la saison 2, mais peut-être qu'il y avait une connexion qui allait se faire dans le futur entre, entre les gens de Galactica qui sont en fait des survivants de l'Holocauste et les gens de Buck Rogers qui se retrouvent et on n'en sait rien, mais pour autant, ce qui est très marrant, c'est qu'autant chez Galactica, en fait, les intelligences artificielles ont une volonté de destruction de leur créateur, alors que et là, pour le coup, on est sur Buck Rogers, sur des intelligences artificielles qui sont là. On peut même pas leur considérer qu'elles sont manipulatrices et qu'elles veuillent effectivement nuire à l'humanité, puisqu'a priori, c'est clairement dit, c'est elles qui les ont sauvés. Et d'ailleurs, ça rend des humains un petit peu cons dans la série. Disons plus calme, avec moins de passion destructrice. Oui, en fait, qui savent pas faire grand chose sans qu'un ordinateur leur donne un conseil. Oui, d'ailleurs, on retrouve un truc qui est intéressant dans l'épisode, c'est que ils sont obligés de déconnecter leurs ordinateurs tactiques de bord pour pouvoir se battre. Par contre, j'ai pas compris s'il y avait un virus. On a peut-être accéléré un peu. Si les draconiens avaient mis un virus dans leurs ordinateurs, on sait pas. Pas du tout. Ou alors c'est l'incompétence des ordinateurs de bord. C'est pas du tout. C'est que ils ont appris des techniques de combat qui ont été fournies par les ordinateurs de bord, gérés par les intelligences artificielles, qui font que, en fait, ils doivent suivre des procédures de combat, de rencontres. Ce qui les rend extrêmement prévisibles. Ouais. Et ce que justement fait Buck Rogers, c'est la première chose, c'est justement désactiver ça pour montrer justement le côté humain, c'est-à-dire le côté j'improvise, je peux. Oui, je m'adapte. Je m'adapte très vite. Oui, donc en fait, c'est l'inverse de. Non, c'est comme dans Galactica. Donc il y a un petit côté technophobe de Glenn Larson quelque part aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Parce que dans Galactica, c'est pareil, les Cylons éradiquent la maigre humanité sur les colonies grâce à un virus informatique quelque part. Donc le seul vaisseau de guerre qui s'en échappe, c'est celui qui est analogique et qui échappe à toute la programmation, tout le côté asservissement de l'outil de guerre à l'intelligence artificielle. Là, on est sur Frankenstein de toute façon. C'est toujours la créature qui veut détruire son créateur pour s'émanciper. Donc là, on a sauvé la princesse, on a Frankenstein, on a... Ah non, sauver la princesse, c'est Star Wars. Là, on sauve pas la princesse, c'est la princesse qui est méchante. En fait, on reste bloqué dans toute la SF sur des grands textes fondateurs qui ont été faits à la fin du 19e siècle. Je veux dire, c'est toujours Marie Shelley, c'est toujours effectivement Jules Verne, c'est toujours, on est toujours sur les mêmes. G. Wells. Oui, j'ai oublié G. Wells, bien sûr. Donc oui, parce qu'à G. Wells, on n'est pas loin, oui, effectivement. De toute façon, je veux dire, la machine à voyager dans le temps, on est carrément sur ça, quoi. Oui, c'est fin 19e. Oui, fin 19e, mais pour son voyage, effectivement, avec les Morlocks, on est, quand Buck Rogers va à Chicago ravagé par les bombes atomiques. C'est des Morlocks. C'est des Morlocks, hein. Parce qu'il va donc retrouver son ancienne ville, Chicago, qui est d'ailleurs le même matte painting que dans Logan's Run, et donc il veut retrouver les tombes de sa famille, et il passe dans des rues qu'il connaît, qui sont délabrées, et donc cette ville est habitée par des mutants qui du coup après c'est un peu mutants cannibales. Ouais, mutants cannibales, tout ça. Enfin, ils en veulent plus quand même au circuit en or du docteur Théopolis, l'IA qui est sur Twiggy. Oui, a priori ils n'aiment pas les robots non plus, ni les intelligences artificielles. Alors on sait pas. Peut-être que dans la série on apprendra que c'est les robots qui ont détruit, qui ont fait oups, et puis qui se sont dit bon, on va sauver ce qui reste. donc finalement le héros en lui-même te plaît, mais le héros du reboot ou le héros au global? Le héros, je l'aime bien parce que c'est un héros old school. C'est clairement, effectivement, ce héros américain tel qu'on n'en fait plus aujourd'hui. Il est brave, il est généreux. On est loin de l'anti-héros. On est loin de l'anti-héros, mais il est un peu limité en même temps. Il est un peu beauf, il est un peu lourd, mais ça reste quand même un super gars, quoi, qui tu peux avoir confiance. Moi, j'aime bien. Et à qui on peut apprendre aussi à bien se comporter avec les femmes. Oui, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs effectivement, mais je trouve un archétype assez classique américain là-dessus. C'est le bon GI, quoi, quelque part. Ouais. Oui, parce que finalement, il est pas raciste, d'ailleurs. Non.
Non, ça c'est bien. Non, il n'est pas obtus, il n'est pas bloqué sur. Bon, après, son époque. il est flamboyant, donc on sent qu'il c'est un mâle blanc. Voilà, il sait qu'il est. Il est dominateur. Oui, ça, il est dominateur, ouais, quand même. Oui. Donc le héros. Bon, peut-être pas la série. Bon, est-ce qu'on va regarder Toi, t'en as beaucoup là. J'ai vu que t'avais quand même vu pas mal d'épisodes, quand même. Tu t'en souvenais? Oui, en fait, j'ai vu ça gamin. Oui, gamin. Mais tu t'en souviens? Je m'en souviens, oui, parce que, moi, j'étais un grand. Je regardais toujours Temps X, où il passait tous les épisodes de beaucoup de séries, hein, et c'est clair que je suis un grand amateur. Donc, je m'en souviens. C'est pas ma série préférée, en toute honnêteté, mais ça m'avait marqué, surtout le générique de départ. Je l'aimais bien, je m'en suis rappelé bien là. Ouais, quand congelé. qui tombe dans le temps avec le temps qui passe, les siècles qui passent, voilà, c'était assez sympa. Après, ça a quand même relativement mal vieilli, on va dire. Ouais, oula oui. Oh là là, les effets spéciaux, en plus avec les écrans HD, tout ça. Ah oui, ça fait mal. Ça n'a pas été remasterisé comme Star Wars, a pu l'être, parce que moi j'ai vu, on en parlait tout à l'heure aussi, j'ai vu les premiers DVD de Star Wars, on voyait bien les calques rajoutés, des effets spéciaux. Oui. Puis même dans le dernier, je suis désolé, mais les paysages d'étoiles, je me suis dit quand même, au 21e siècle, c'est pas possible, c'est quoi? Ils ont mis un calque noir et puis un petit peu de lumière derrière, c'est pourri quoi. On a fait mieux depuis. Ah ça c'était ce qu'on faisait à l'époque de 2001. Ouais, mais j'ai l'impression que 2001, ça paraît plus réaliste que le dernier Star Wars au niveau de l'espace en lui-même. Ouais, je suis assez d'accord. Mais... Ouais, c'est fou quoi. Je suppose qu'il leur a pris, avec le pognon qu'ils ont mis là-dedans. Le reste est bien, hein, mais bon. Donc c'est intéressant au niveau culturel. Voilà. Et puis, si vous aimez le pulp, les trucs un peu désuets, vous y trouverez votre compte. Et je vous remercie de nous avoir écoutés tous. Et puis, merci à Draconosaur. Comment tu dis? Dranacosaur. J'y arriverai jamais. Rex, Draganacosaur Rex, Drana, d'ailleurs, je sais même pas. Tu me diras après pourquoi, parce que j'ai pas encore compris. C'est un canard, en fait, préhistorique, équipé de mâchoires C'est dans quoi, Howard the Duck ou quoi? Pas du tout. Ah bon. Petit aparté d'ailleurs, je le fais rapidement parce que justement on parle de Howard the Duck, on va parler d'un autre canard, c'est mon sujet de prédilection, les canards. Ça y est, le podcast il part sur complètement autre chose. Oui. Pas de coin. À aucun moment on a parlé de Duck Dodgers. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est important de le remettre. Et alors c'est dans quoi ça? Duck Dodgers, c'est Daffy Duck en parodie de Buck Rogers. Ah oui, on peut pas comprendre. Donc on a vu ça sur l'émission Sa Cartoon, sûrement. Oui, mais on comprenait pas. Un épisode un épisode magnifique d'ailleurs avec un crossover avec les Green Lantern, puisque quand Buck Rogers effectivement va à son pressing avec son sbire Porky qui va déposer ses vêtements, il se trompe et il prend effectivement l'uniforme et surtout l'anneau des Green Lantern qui est allé aussi sur le même pressing et il devient effectivement Doc Dodgers, la Green Lantern. Oula, énorme à voir. Ah oui, c'est énorme, ça se revoit ça sur YouTube. Sans problème. YouTube, oui. Ah ouais, donc Duck Rogers, donc c'était la Warner. Duck Dodgers. C'était la Warner. La Warner. Et déjà Mel Blanc en plus. Et Mel Blanc pour le coup. Donc qui faisait la voix de Twiki. Pas dans la saison 2, parce qu'il en a eu marre et puis il trouvait ça nul. Mais finalement, soi-disant, il était malade. Mais finalement, donc, il a repris en milieu de saison 2 la voix de Twiki. Donc, c'est très étrange. Vous verrez, saison 2 est très, très, très étrange. Donc on disait quoi? On disait au revoir, mais au revoir. Oui. Alors, vous avez une actualité ou quelque chose, non? Vous allez à la bibliothèque ou des fois des trucs? Oui, j'ai mon 3e album qui sort. Non, je fais ça. Vous organisez pas un grand, un grand jeu de rôle, rien, tout ça, tranquillou. Vous avez un Instagram? Non, prochaine étape, ça sera Tokyo en avril et avec les studios Ghibli. On va faire un podcast à notre tour. Alors là, avec grand plaisir. Donc, on fera un podcast Studio Ghibli en direct. De Tokyo. De Tokyo, ouais, on pourrait. Hein, oui. C'est pas compliqué. Hein. Oui, c'est pas cher en plus. Non, c'est de l'internet. Eh ben, merci les gars. Et puis, à très bientôt. Ciao. Ciao. La violation de notre espace aérien n'a rien à voir avec l'amitié. 1987. La NASA lance le dernier de ses grands vaisseaux spatiaux. Pris dans une tempête cosmique, Ranger 3 et son pilote, le capitaine William Buck Rogers, sont déviés de leur trajectoire et placés sur une orbite qui gèle
son système de soutien de vie et ramène Buck Rogers sur Terre quelques 500 ans plus tard. things that I've seen. Is it my life or just something I dream? Dans toutes les galaxies, tout seul, tu pourchasses tes ennemis. Buck Rogers, tu es seul à lever le défi. Buck Rogers, ton univers infini. Et toi, tu leur as donné ta vie. Buck Rogers, dans ton monde, c'est toujours la nuit. La vie forme l'éclair dans ton vaisseau de lumière. C'est l'aventure spatiale intersidérale. C'est l'odyssée héroïque, la guerre des temps galactiques. Le chevalier sans armure des temps futurs. Buck Rogers, toi tout seul dans ta poussée, tu vas dans l'espace en justicier. Buck Rogers, dans les mystères de la Voie lactée. La vie forme l'éclair dans ton vaisseau de lumière. C'est l'aventure spatiale intersidérale. C'est l'odyssée héroïque, la guerre des temps galactiques. Le chevalier sans armure des temps futurs. Buck Rogers dans toutes les galaxies, tout seul, tu pourchasses tes ennemis. Buck Rogers dans toutes les galaxies.